Bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Nous sommes dans nos nouveaux décors aménagés, mais ceux-ci m'inspirent encore plus cette semaine. Je reçois pour vous et pour votre bon plaisir deux femmes engagées, l'une depuis longtemps, Madame Hélène Roy, et l'autre, Suzanne Laroche, depuis un peu moins longtemps à une cause, celle de développement et paix. Bienvenue, mesdames! Merci d'avoir apporté de quoi nous réjouir. 50 ans à développement et paix, mais c'est déjà du passé, 50 ans! Il y a plus longtemps que ça encore, ça fait déjà 6 ans que vous avez fêté les 50 ans de développement et paix. Oui. Bravo! Hélène, fais-nous un petit historique. Comment c'est arrivé développement et paix et surtout comment c'est arrivé dans ta vie? Je vais commencer par parler de comment c'est arrivé à développement et paix. C'est que lors du Concile Vatican II, on parle des années 62-65, à la suite de cette rencontre importante qui a eu lieu, les évêques canadiens sont revenus au pays puis ont réfléchi sur ce qu'ils avaient reçu. Et ils ont pris la décision de créer ce mouvement de développement et paix parce qu'ils ont pris conscience de l'importance de la grande famille chrétienne, c'est-à-dire autant la partie ecclésiastique que la partie des religieux, mais les laïcs. Les croyants. C'était un peu la révélation de Vatican II, l'importance des laïcs en Église. Alors, c'était justement de créer un mouvement rassembleur où tout ce monde-là impliquer pourrait travailler ensemble. Et dans ta vie à toi, personnellement, Hélène, c'est arrivé? Hier, finalement, quand je me suis mis à parler avec toi, là, on avait comme... ça m'a fait revenir un peu sur ma démarche personnelle. Puis, j'ai réalisé que finalement, ça m'habite depuis très longtemps, tout ça. Tout ça, la solidarité internationale, ça fait partie de ma vie depuis... en fait, c'est arrivé en voyage, il y a peut-être une quarantaine d'années, je dirais environ. Et j'ai vu dans des pays, entre autres, j'étais en Équateur à ce moment-là. J'avais toujours rêvé d'aller aux îles Galapagos. Alors, j'étais dans un parc et j'ai vu des enfants seuls, jeunes, démunis, avec à peu près personne autour d'eux. Je voyais pas les parents. Ça m'a touchée, ça a comme éveillé quelque chose à l'intérieur de moi. Puis, à la suite de ça, il y avait un homme qui était là, pas loin, qui m'a offert son enfant. Il m'a dit... J'aimerais vous donner mon enfant. Il n'y a pas d'avenir pour mon enfant ici. C'était comme... Ça m'avait bouleversée sur le fait. Puis quand je suis revenue de ce voyage-là, je me suis informée qu'est-ce qu'il y avait à Victoriaville. Puis c'est là que j'ai rencontré André Genet. Puis avec André Genet, je commençais à m'impliquer au niveau de la marche la marche de rallye tiers-monde qui avait lieu à l'époque. Ça mobilisait beaucoup les jeunes de tout âge, en fait. Puis j'ai commencé à faire la démarche de cueillir, ramasser des fonds. De rencontrer des partenaires à ce moment-là de Solidarité Nord-Sud, parce que le nom a passé à Solidarité Nord-Sud. J'ai commencé à m'impliquer sur le comité, parce qu'André m'avait invité à faire partie du CA. Donc, j'ai commencé à étudier des projets avec... j'étais responsable du dossier projet. J'ai été présidente un peu à ce moment-là, on parle d'il y a très longtemps. Puis comme j'étais enseignante, il y avait aussi un mouvement important qui prenait naissance, qui était les établissements vers Brompton à l'époque. Et ça aussi, ça portait des valeurs de justice, de démocratie, de pacifisme. D'écologie. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que je m'investisse davantage à développement et paix? C'est que il y avait toute cette dimension-là qui était présente, mais il y avait aussi le plus qui était mon engagement de construire un monde plus juste. Parce que le message de notre message... la mission de développement et paix. Oui, c'est aussi en lien avec l'Évangile. Il y avait tout ça dans le même groupe, dans le même mouvement de solidarité. Et voilà, j'ai commencé à m'impliquer à ce moment-là à développement et paix. Et quand j'ai pris ma retraite, comme je voulais m'impliquer aussi sur le terrain, avec un groupe de retraités, on a fait des projets au Pérou. Parallèlement,
Puis j'étais impliquée ici aussi, au niveau du plaidoyer surtout. C'était une façon d'offrir tes bras et pas juste, c'était pas juste au Québec, c'était déjà être sur le terrain. Oui, c'était important pour moi aussi de côtoyer les gens. Alors, tu avais une main qui était au travail puis une main tendue pour recueillir des fonds. Oui, on a travaillé sur ces deux niveaux-là. Parce qu'en fait, la mission de développement épais, c'est d'établir plus de justice, une meilleure répartition de la justice. Hein, c'est au nom de la justice qu'on recueille des montants de l'argent des pays riches qui sont confiés aux pays qui ont besoin par des projets, soutenir des projets qui répartissent un peu mieux la richesse. Redistribuer notre richesse. Donc, merci pour cette mission que tu embrasses, que tu accueilles, que tu mets au service des plus démunis. Et toi, Suzanne, tu as été interpellée dernièrement. Oui, pour m'impliquer davantage en développement épais. Et je dirais que, un peu comme Hélène, moi aussi, j'ai toujours été sensible à la cause qu'on disait du tiers-monde autrefois. Là. Mais étant enseignante aussi, j'ai fait partie de l'école Verte Brooklyn, comme Hélène. Puis, on conscientisait ou on sensibilisait davantage les jeunes. Mais dernièrement, en 2020, en janvier 2020, il y a eu un voyage organisé ici par Annie au Nicaragua. Et ce voyage-là m'a interpellée dans le sens où quand on est pauvre, là, hein, dans un pays pauvre? Oui, les gens se soucient très peu de nous et alors on devient des sans-noms, on ne veut pas de nous, hein. Alors, quand j'ai vu toute cette pauvreté-là... Ça a ravivé en toi quelque chose qui te tient à cœur, ça a rallumé une flamme, une envie de... Oui, je voulais être, tu sais, je suis une personne croyante, alors je me disais... oui, on va être un peu comme les mains du Christ, bâtir. Alors, développement épais m'interpellait beaucoup, oui, parce que c'est un mouvement aussi œcuménique, mais de foi du catholique. Tout à fait. Soutenu par les évêques des diocèses, créé par les évêques, créé par les évêques en communion avec les baptisés. Alors, concrètement, durant la 5e semaine du carême, c'est là où il y a plusieurs temps forts, 2 temps forts, en fait, dans l'année de cueillette de fonds. Mais dernièrement, là, on vient d'en vivre un avec le 5e dimanche du carême. Quels sont les objectifs de ces campagnes de financement? Quelles sont les destinations de ces fonds? À quoi ils servent, les fonds recueillis dans ces semaines-là? Bien. En fait, il y a comme 2 moments forts dans l'année. Donc, il y a la campagne d'éducation à l'automne. Puis, il y a la campagne de levée de fonds, plus spécifiquement dans les églises, surtout pendant le carême. On appelle ça le carême de partage. Au Canada, on a identifié qu'il fallait pas seulement donner dans l'esprit caritatif, mais dans l'esprit de créer des partenariats avec les gens des pays en voie de développement. Parce que c'est pas nous qui devons leur dire comment se prendre en charge. Nous, notre travail, c'est de conscientiser. Puis quand je parle de nous, je parle de développement épais et de tous les bénévoles qui s'impliquent, parce que la majorité des gens qui sont à développement épais, c'est des bénévoles, laïcs comme nous autres. Combien y a-t-il de bénévoles? On est actuellement 11 000 membres, plus des sympathisants qui soutiennent, parce que il y a des gens qui viennent ponctuellement, qui ne sont pas nécessairement des membres actifs, mais qui viennent. Oui, au niveau du Canada. Donc, tous ces gens-là, premièrement, ont pris conscience de l'importance d'informer les gens adéquatement ici des réalités des gens du Sud, puis aussi de voir que
c'est eux qui savent qu'est-ce qui est important de faire. Donc, Développement et Paix a créé des liens avec des partenaires du Sud qui sont des gens reconnus par les communautés de base. Et c'est avec la collaboration avec ces partenaires-là et les communautés qu'ils identifient les besoins des gens sur le terrain et qu'ils voient comment orienter les fonds de façon à ce que ça serve vraiment aux personnes qui sont en position de grande pauvreté. Parce que la mission de Développement et Paix, c'est une mission préférentielle pour les pauvres. Puis en parallèle, souvent, dans la Bible, on voit souvent la relation à la pauvreté. Alors... la préférence du Christ, oui, exactement. Préférentielle. Oui. Alors ça, c'est un élément très, très important petits, dans notre mission. Vous êtes présent dans combien de pays? Actuellement, on parle d'une trentaine de pays. On parle de 40 pays, parce que ça varie un peu d'une à l'autre, mais la dernière, à partir de septembre 2001 et de 2002, on est dans 40 pays, dont des pays d'Afrique, on est dans des pays d'Amérique latine, en Europe de l'Est, en Asie, puis au Moyen-Orient. Puis tout ça, ça chapeaute 86 projets dans tous ces pays-là. Des projets qui touchent l'alimentation, oui, l'éducation, oui. La justice pour les femmes, justice écologique, démocratie et paix et réconciliation. Et aussi l'élément de participation citoyenne. Alors, tout ça, on a des exemples dans notre dernière campagne là, de cette année, là, parce qu'on a toujours une campagne à chaque année. Donc, Nourrir l'espoir, cette année, on touche à deux pays, en fait 3, mais nous, ici à Victoriaville, on a eu la chance d'avoir un de nos partenaires de l'association Campesina d'Antioquia. Campesina, ça veut dire les associations des petits agriculteurs d'Antioquia. Alors, elle est venue partager avec les gens au Québec, dans différentes régions. Puis elle est venue au diocèse de Nicolette. Oui. Puis je pense que Suzanne, fin mars, oui. Alors, on la voit un peu, Raquel Soto, qui est venue un peu nous partager son expérience avec Développement et Paix, puisqu'elle dit... sa façon, elle, d'être en action, c'est surtout au niveau artistique. Alors, que ce soit au niveau du théâtre, au niveau de la photographie surtout, afin de répertorier un peu toute la richesse de leur pays. Et, son pays, c'est la Colombie? La Colombie, oui. Alors, elle est venue nous... parler comment, en rendant les gens fiers d'être paysans et de retravailler sur leur terre, comment ils peuvent ensemble, tu sais, rebâtir, recréer un monde plus juste. Plus pacifique aussi. Parce que en Colombie, leur dignité. Oui, c'est ça. Oui. On parle toujours de dignité humaine, c'est important parce que tout est dirigé vers redonner la dignité humaine aux personnes. Et comme en Colombie, ça fait des années, on sait à Victoriaville, on a beaucoup de gens qui sont réfugiés, qui sont venus de la Colombie. Moi, j'ai des personnes que je connais qui sont ici. Bien sûr. J'ai la chance d'avoir eu des partages de ces gens-là. Puis une de mes amies, elle m'a dit, Hélène, elle dit, tu sais, elle dit, dans notre pays, on a été déplacés. C'est ça. Puis ces gens-là, la défense de la terre, c'est on les a déplacés de leur terre, et dans certains cas, on les a carrément éliminés, parce qu'il y avait besoin des terres à l'époque pour faire, et même encore, parce que c'est pas terminé cette histoire-là, mais il y avait tellement de conflits que les gens avaient besoin des terres pour faire ce qu'on appelle la culture de la cocaïne. C'est toute la problématique de la culture de la cocaïne. Qui servait comme de fond pour finalement... C'est très payant. Exactement. Et ça permettait aux gens de continuer leur conflit. Des belles terres qui pourraient servir à l'agriculture sont monopolisées par la culture de la cocaïne. Voilà. Et là, c'est que ces gens-là, maintenant, tranquillement, avec la nouvelle... il y a un nouveau président actuellement qui est pro... Parce qu'ils ont fait quand même des accords de paix, tout ça. On voit qu'il y a des mouvements importants qui sont en train de se faire là-bas.
Et il vise beaucoup sur la jeunesse. Alors, lui, il vise à éduquer les gens. Alors, changer si on est, la culture. oui, changer la culture. Et donc, notre travail développement et paix va rejoindre vraiment l'esprit qui est en train de naître peu à peu en Colombie. Fait que c'est, en tout cas, c'est gratifiant. C'est gratifiant parce que la Colombie, c'est 10% de la biodiversité au monde. Donc, comme on est dans un monde actuellement très fragile au niveau de l'écologie, d'autant plus important de protéger les milieux riches en diversité, entre autres. Il y aurait tellement de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais venons-en à une action toute concrète que vous avez posée parce que, bien sûr, vous ramassez des fonds, mais il y a un plaidoyer qui a attiré votre attention dernièrement. C'est une de vos... Bon, en fait, c'est... Parle-nous de ça, Hélène. C'est dans notre volet éducation, ça. Ouais. Alors, le volet éducation, c'est aussi, quand je parle d'éducation, je parle d'éducation ici pour expliquer aux gens les causes de ces pauvretés-là et les enjeux et des injustices, parce que tout ce système-là, finalement, de pauvreté, tout ça est de malproportion, c'est la... Exactement. Il y a un déséquilibre. Alors, il faut rétablir tout ça et informer nos gens de ces enjeux-là. Et une des façons que Développement et Paix travaille à faire des changements, c'est à travers du plaidoyer. Donc, qu'est-ce que ça consiste en fait? C'est que dans notre campagne d'éducation à chaque année, on sensibilise à une réalité. Donc, exemple, je prends celle-là parce qu'elle continue depuis des années. Une voix pour la justice, un ombudsman pour l'exploitation minière responsable. En quoi elle est vraiment elles sont toutes importantes, les causes. Mais celle-là, c'est que elle touche à la terre de ces gens-là. On en parlait tout à l'heure. Actuellement, nous, le Canada, 75% des compagnies minières au monde sont inscrites et ont leur siège social ici, au Canada. Donc, reçoivent du soutien de notre gouvernement, reçoivent des subventions au niveau du commerce pour aller dans des pays et ils ne sont pas contraints d'aucune façon, à rendre des comptes sur comment ils gèrent ça à l'étranger. Malheureusement, on a eu des nouvelles que la gestion de ça n'était pas respectueuse des droits humains dans bien des cas et aussi engendrait la détérioration de l'environnement. Donc, ces deux éléments-là, ça nous semble très important de sensibiliser les Canadiens à cette réalité-là. Comment on sensibilise les gens? C'est par des pétitions. On fait signer des pétitions. Et donc, ça a commencé même avant 2013, toute cette histoire-là, parce qu'on avait la thématique aussi sur le monde n'est pas à vendre au début des années 2000. Parce qu'on a pris conscience que tout notre monde de biodiversité, quand les compagnies arrivaient dans des pays, ils s'installaient. C'est un enjeu économique. Et sans consulter nécessairement les gens, souvent en abusant des gens là-bas. Et il n'y avait aucune contrainte de faire nettoyer quand ils quittaient les lieux. En tout cas, bref, tout ça nous amène à faire du plaidoyer et à aller rencontrer nos députés. On a déjà rencontré M. Bellavance à plusieurs reprises quand M. Bellavance était là au niveau du Bloc québécois. Et là, on a rencontré M. Reyes à quelques reprises aussi pour le sensibiliser. Le gouvernement canadien nous avait promis un ombudsperson en 2019. Ça allait être en 2021 avant que nous donne cette personne-là. Et on n'a pas rempli totalement le mandat qui était un pouvoir aussi d'enquêter pour pouvoir voir réellement quand les pays là-bas, les gens vivaient des injustices là-bas, qu'il y ait un recours. Comme c'est là, il n'y a pas de recours. On demande aux compagnies de faire ça volontairement, mais dans les faits, il y a beaucoup d'abus. Donc, on veut avoir une personne qui est capable, une ombudsman qui a des pouvoirs d'enquête. On souhaite que les compagnies, quand ils arrivent là-bas, fassent des études, puis qu'ils soient redevables de leurs actions, qu'ils soient capables qu'ils doivent faire des rapports au gouvernement aussi
sur ce qui se passe là-bas, comment ils gèrent qui sont leurs employés, comment ils laissent les sites après l'exploration. S'ils ne respectent pas le milieu, abusent de quelque façon, qu'ils soient redevables de ça. Oui, une imputabilité, c'est essentiel. Ça peut plus, on peut plus continuer de même, d'autant plus qu'actuellement, on se rend compte des effets au niveau du changement climatique. Ça devient urgent pour tout le monde. Ce qui se passe là-bas, ça a des répercussions partout. Jusqu'ici. On peut même ici, même ici, on a des problématiques à ce niveau-là. Merci, Hélène, pour ce beau plaidoyer sur le plaidoyer, mais vous avez nous avons beaucoup d'autres façons aussi d'offrir notre support. Je pense à la collecte des thèmes, Suzanne. C'est une belle façon. Peux-tu juste me permettre une petite parenthèse? Je voulais souligner qu'actuellement, on a eu beaucoup de soutien des gens de la région pour signer les pétitions. Tant en église que j'ai rencontré des groupes, je suis allée au cégep. Actuellement, on a près de 300 signatures cette année pour compléter notre 600 autres signatures qu'on a eues dans la région pour justement cette problématique-là en lien avec les minières canadiennes et leur façon de gérer. Et c'est possible encore de signer ces pétitions-là on a une rencontre en ligne, effectivement, et on a une rencontre avec M. Reyes lundi de la semaine prochaine pour lui remettre les pétitions. Je voulais le souligner parce que j'avais dit aux jeunes, on va aller rencontrer M. Reyes, puis on va lui remettre ça, puis on va lui dire comment ça vous préoccupe. Oui. C'est le 3 avril, la rencontre. Oui, puis les personnes de tout âge qui nous ont appuyés. Merci. Voilà. Oui, alors les thèmes... On demande souvent, qu'on a demandé dans les églises, ceux qui veulent ramasser des timbres déjà usagés. Des timbres qu'on colle dans le coin, pas les timbres même ça. Même ça, c'est accepté. Alors, on les ramasse. Et on fait... on les dépose dans une boîte là, qui dans toutes les églises, il y a des boîtes qui recueillent ces timbres-là. Et depuis les 5 dernières années, on a au moins ramassé 50 000 timbres. Puis depuis 92... 600 000 $ pour développement et paix et l'an passé, 27 323 $90. Donc, c'est une façon de financer développement et paix et les projets. Un sou de ses poches, on contribue déjà financièrement. Tout à fait. En fait, on réutilise. Oui, tout petit geste, parce qu'il ne faut pas négliger qu'un petit geste, une signature, un time, tout ça, ça contribue à faire avancer ces... Oui. Une autre belle façon que Développement et Paix a eu de nous impliquer, c'est par les partageants. Ça, c'est une belle façon de contribuer. Oui, les partageants. Mois après mois, c'est-à-dire qu'on s'engage à donner un soutien. Plutôt que de donner, par exemple, une centaine de dollars par année, on peut donner... mensuellement, à partir d'un prélèvement préautorisé. Oui, tout à fait, dans le compte de banque, ce qui fait de nous des partenaires privilégiés. Un reçu d'impôt peut être émis pour ces dons-là. Tout à fait. Puis, un élément très important dans le sens du partageant, j'invite les gens tout particulièrement à le faire actuellement pendant la période... en fait, on a commencé, ça a commencé avec le mercredi des cendres et jusqu'à la Pentecôte, c'est-à-dire au 28 mai, tous ceux qui vont adhérer à la formule du partageant, leur don va être doublé. Alors, votre dollar, il va valoir 2 $ finalement. Il y a des congrégations religieuses qui soutiennent ces actions-là. Alors, si il y a $1 qui est donné, il est doublé. Alors, d'autant plus important. Donc, si vous dites, moi, je peux donner, je sais pas, moi, 10 $ par mois, bien, votre 10 $, il devient déjà un 20 $. C'est déjà extraordinaire. Très bien. Alors, je vous encourage à le faire. On trouve toutes les informations concernant vos activités, vos dépenses, les implications de développement et paix, les lieux où ils s'engagent.
Même cette année, on s'est servi du très beau chemin de croix qui est disponible sur le site, qui a été créé par Développement Épais pour notre marche du pardon. Oui. Alors, il y a plein de belles informations qui sont sur les sites Internet qui sont disponibles. Hier, je crois que je t'avais remis pour devenir membre. Oui, il y a moyen de s'inscrire sur Internet ou par... Oui, pour être membre, c'est important parce que le membership, c'est aussi quand on va rencontrer... Le droit de voter. Oui, quand on va rencontrer nos députés, entre autres, c'est une... On a plus de poids. Le poids des gens, ça l'importe. Et aussi, en étant membre, vous avez accès à plein de formations aussi. Puis vous êtes partenaire finalement de Développement Épais d'une certaine façon parce que vous contribuez. Le partageant, ça réduit les frais d'administration. Ça nous permet de planifier de façon plus... Parce qu'on sait qu'il va y avoir des entrées d'argent régulières. Alors, vous devenez vraiment très soutenant pour la cause. Et c'est 10 $ à vie pour devenir membre de Développement Épais si vous avez 35 ans et plus. Et si vous avez moins de 35 ans, votre contribution, elle est volontaire mais même vous pouvez avoir votre carte de membre tout à fait gratuitement. Alors, je vous invite à le faire. C'est très important, la participation puis le membership dans... Hélène? Oui. Ça vous tient à cœur à toutes les deux de me remercier votre monde juste avant que moi-même je vous remercie. Moi, j'aimerais remercier les partageants de la région ici, parce que ici, on est 300 partageants dans la région du diocèse de Nicolette. On est un des diocèses au niveau canadien qui est très actif à ce niveau-là. On a Monsieur Jean-Denis Lampron à Davelueville. À Drummondville. Drummondville, qui a déjà été même au niveau du Conseil national, qui porte ce dossier-là du partageant, qui en parle partout, qui est diacre. Et ça produit son fruit. Merci à tous ces gens-là, à tout ce beau monde-là. Et à tous ceux qui ont donné. Et à tous ceux qui ont donné dans la campagne. De partage. Alors, merci. C'est à mon tour de vous dire merci pour ce passage marquant à l'émission. Merci de nous avoir partagé vos intérêts. Et à vous tous, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, mesdames. Merci Marie-Josée, de nous avoir accueillis.